Bonjour à tous, nous quittons nos lois discrètes pour aller voir une loi continue qui va être la loi normale, qui est vraiment un point central lorsqu'on veut étudier des lois de probabilité. Alors nous allons découvrir la loi normale pas directement, mais d'abord en regardant un petit peu la notion de variable aléatoire continue et donc les différences qui peuvent exister entre cette variable aléatoire et les variables aléatoires discrètes qu'on a pu voir auparavant, celles qui étaient par exemple de lois binomiales ou hypergéométriques. Voilà, donc ensuite nous allons définir et visualiser ces variables aléatoires continues et puis enchaîner pardon, sur donc la loi normale avec ses particularités. Alors, faisons un tour d'horizon et puis essayons d'avoir un maximum de compréhension pratique de ce dont on a envie de parler ici. Dans un premier temps, heu, on peut remarquer quelque chose par rapport aux lois discrètes, puisque en fait la loi normale est également en lien avec ce qu'on avait auparavant, loi binomiale en tête. La convergence des lois discrètes, ça veut dire, que deviennent les lois discrètes et leurs résultats en termes de distribution de probabilité lorsque le nombre d'essais, commence à être suffisamment important. Alors je vous rappelle que dans nos lois discrètes, hypergéométriques, binomiales, ou Poisson, on se place sur des schémas de Bernoulli, on est dans des situations succès-échec et en ayant essayé un certain nombre de fois quelque chose, on se pose la question de la probabilité d'un certain nombre de succès, donc inférieur ou égal au nombre d'essais. Alors regardons un petit peu ce qui se passe pour nos 3 lois, hypergéométrique, binomiale, Poisson. Si on part avec ce paramétrage-là, celui qui s'affiche, n égale 10, a égale 500, n égale 5000. Alors je vous rappelle bien entendu ce que ça signifie. Donc j'ai une population de 5000 individus dans laquelle se trouvent 500 individus entre guillemets «succès». Donc ça peut être, 5000, boules parmi lesquelles il y en a 500 qui sont rouges et toutes les autres sont blanches, par exemple. Ça peut être aussi des personnes physiques, qui sont au nombre de 5000 et puis, parmi elles, 500 répondraient «oui» à telle question. Et puis vous effectuez 10 essais, c'est-à-dire que vous piochez 10 individus au hasard dans la population et vous vous demandez sur les 10 individus piochés, quelles sont les chances d'avoir eu 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès et ainsi de suite. Alors évidemment, si vous êtes en loi hypergéométrique ou binomiale ou Poisson, il va se passer des choses légèrement différentes en termes de probabilité puisque en loi hypergéométrique, vous interdisez la répétition. Donc les individus, choisis, les 10, sont forcément différents. En loi binomiale, vous autorisez la répétition, c'est-à-dire parmi les 10 individus choisis, vous avez le droit éventuellement de retomber sur le même dans la population. Donc évidemment, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. La loi de Poisson est là pour donner une estimation de ce qu'aurait donné la loi binomiale si on ne voulait pas utiliser la loi binomiale. Bon, encore faut-il que des conditions soient respectées. Alors justement, on peut parler de ces conditions. D'abord, pour être en droit d'utiliser une loi binomiale alors qu'on est dans un tirage sans répétition, donc typiquement un sondage, par exemple, il faut que grand N soit supérieur à 20 petit n, ce qui est largement respecté ici. Grand N vaut 100 000, 20 petit n vaut 200. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs, puisque les conditions d'application sont respectées, les conditions de passage d'hypergéométrique à binomial, que si vous regardez bien le graphique, visuellement, vous ne voyez pas de différence entre les deux répartitions de probabilité. Donc effectivement, les résultats donnés par une loi binomiale sont tout à fait comparables, voire très très proches des résultats qu'aurait donné une loi hypergéométrique. Alors, dans les faits, à ce niveau-là, si on fait les calculs vraiment précis, on s'aperçoit que toutes les probabilités sont égales, à la quatrième décimale près. Voilà, voire à la troisième pour certaines, mais en général à la quatrième. Donc c'est vraiment très, très proche. Pour la loi de Poisson, on observe des différences, mais effectivement, les conditions de passage de la loi binomiale à la loi de Poisson sont un peu plus restrictives. Donc j'en profite pour les rappeler, autant, faire des rappels sur les vidéos précédentes. Pour, pouvoir utiliser une loi de Poisson en remplacement d'une loi binomiale, ou en lieu et place, il faut d'abord que petit n soit supérieur à 30, ce qui n'est pas le cas ici. Donc déjà, la réponse est non, on n'a pas le droit d'utiliser une loi de Poisson, ce qu'elle donne est faux, et on le voit bien, là on voit une différence très très sensible. Il faudrait aussi que petit p soit inférieur à 0,1. Qu'est-ce que c'est p? C'est la probabilité de succès.
donc les chances de tomber sur un individu succès lors d'un essai. Ici, les chances sont de 500 sur 5000, c'est-à-dire exactement une chance sur 10. Donc on est sur 0,1, c'est-à-dire on est à la limite de nos critères de passage de binomial à Poisson. Voilà, et il faut en plus que n fois p soit inférieur à 10. Ce qui est respecté ici, hein, puisqu'on aurait 10 fois 0,1, donc qui vaudrait 1 pour n fois p. Bon, mais en tout cas, n égale 10, n n'est pas supérieur à 30, donc la loi de Poisson est très mauvaise pour représenter la loi binomiale. Bon, alors, ça n'est pas vraiment ce qui nous importe ici, c'est pas vraiment ce qui va se passer verticalement qui nous importe pour la suite, c'est ce qui va se passer horizontalement. On va conserver la même population, et cette fois-ci, on va envisager des expériences dans lesquelles on choisit plus d'individus. On va d'abord envisager de choisir 50 individus au hasard et pas 10. Et là, on trouve évidemment davantage de possibilités. Si vous choisissez 50 individus au hasard dans cette population, eh bien vous pouvez avoir entre 0 et 50 succès. Alors je n'ai affiché les probabilités correspondantes qu'entre 0 et 15 succès, puisque vous voyez bien qu'à partir de 12, 13, 14 succès, les chances de les atteindre sont ridiculement faibles. J'en profite pour rappeler que on peut calculer dès le départ une espérance à partir de ces paramètres. Si vous avez une chance sur 10 de succès à chaque essai et que vous faites 10 essais, eh bien votre espérance c'est un succès. D'accord? C'est d'avoir un succès sur 10 essais. 1 sur 10. Donc votre espérance est toujours la même proportion que ce qui existe dans la population. Donc il est tout à fait logique, hein, sur ces deux lois d'avoir obtenu une probabilité maximale sur un succès. Par contre, si vous essayez 50 fois quelque chose qui a 10% de chance de se produire, eh bien votre espérance, c'est que vous ayez 5 réussites sur les 50. Donc la probabilité maximale va se trouver ici sur x égale 5 cette fois-ci, bien entendu. En loi hypergéométrique, en loi binomiale, et en loi de Poisson, c'est un cas particulier, on a deux probabilités maximales qui sont égales, parce qu'on a un paramètre entier. Voilà, je l'avais évoqué aussi dans la vidéo précédente. Donc notre espérance, on sait ce qu'elle est, et on sait très bien, par expérience, hein, que si on envisage des résultats qui s'éloignent de l'espérance en termes de nombre de succès obtenus, on va avoir des probabilités décroissantes par rapport à la probabilité maximale. Et que, en fait, ces probabilités décroissent assez vite. Donc on a une situation qui est quand même assez typique. Mais regardons ce qui se produit si on augmente encore la valeur de petit n. Imaginons que maintenant, on choisit dans cette population de 5000 individus, au hasard, 200 individus. Sans répétition, ou avec répétition, ou en modélisant ça par une loi de Poisson, reste à savoir, et je vous demande de le vérifier par vous-même, si les conditions d'application de la loi de Poisson seraient respectées avec ces paramètres-là. Alors il se trouve que non, pas vraiment, et c'est pour ça que la loi de Poisson va vous donner des probabilités légèrement différentes par rapport à ce qu'affiche la loi binomiale et la loi hypergéométrique. Vous pouvez constater qu'en loi binomiale, les probas maximales dépassent un petit peu 9%. En loi de Poisson, les probas maximales sont légèrement inférieures à 9%. Donc on a encore des différences sensibles. Mais peu importe. On peut remarquer maintenant quelque chose qui va être en fait universel. C'est-à-dire, quelle que soit la loi discrète sur laquelle vous vous basiez parmi ces trois lois, ce que vous constatez, c'est que si vous faites augmenter la valeur de petit n, la répartition qui au départ était très dissymétrique ou un peu dissymétrique, elle tend à devenir symétrique autour de l'espérance. C'est vrai ici, c'est vrai en dessous, c'est vrai en bas. La répartition qui pouvait être de formes différentes, et encore, entre hypergéométrique et binomial, j'avais de bonnes conditions de transition, donc on ne voit pas la différence, mais des répartitions qui étaient différentes au départ tendent à prendre la même forme. Une forme qui a vraiment l'air commune entre les trois lois. Donc, on peut se demander si, à la limite, il n'existerait pas une loi unique pour décrire les trois situations avec, finalement, un ensemble de formules uniques, plutôt que des formules très différentes venant de trois lois séparées. Deuxièmement, si on se retrouve sur un grand nombre d'essais, les possibilités en nombre de succès sont multiples également et sont en grand nombre. Est-ce qu'il devient à ce moment-là pertinent de chercher la probabilité d'obtenir
24 succès, alors que les possibilités, dans la grande majorité des cas, hein, sont d'en obtenir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. La probabilité qu'on est en train de chercher représente un événement dont la probabilité va être faible et qui est noyé parmi une multitude d'autres possibilités. Donc est-ce qu'il devient pertinent de chercher absolument la probabilité que x soit égal à telle valeur? Pas vraiment. Lorsque vous effectuez un grand nombre d'essais, en général, dans un cas pratique, vous vous intéressez aux chances d'avoir obtenu au moins un certain nombre de succès, ou alors d'être dans un certain intervalle de nombre de succès. Et donc le fait d'avoir une distribution avec des barres qui sont de plus en plus proches les unes des autres et de plus en plus nombreuses, est finalement quelque chose qui n'est pas extrêmement utile. Et donc là, on s'aperçoit qu'à la limite, on pourrait faire une transition vers une variable qui ne serait plus forcément discrète, donc ici en particulier qui montre une distribution en nombre entier sur n, de 0 à l'infini, mais une variable qui serait continue, c'est-à-dire qui balayerait comme ça un intervalle de R, dans laquelle on modéliserait la situation non plus par une multitude de barres, mais par une courbe enveloppe de ces barres, et donc une situation qui serait plus simple à traiter de cette façon-là, avec une fonction dont on a la courbe, et en dessous de laquelle on pourrait calculer une probabilité. Et évidemment, la réponse va être donnée avec la loi normale. La loi normale qui est la loi de Laplace, hein, que donc Laplace a inventée, sachant que les trois lois qui sont ici, en tout cas les deux premières, existaient déjà à l'époque de Laplace. Poisson est venu juste après, ou en tout cas contemporainement, mais Poisson était plus jeune que Laplace. Mais bon, peu importe. En tout cas, Laplace avait conscience déjà de ce genre de phénomène, et du fait qu'une distribution qu'on appelle maintenant en cloche était quelque chose qui était très typique et qui pouvait être peut-être euh, universel et formalisé d'une manière unique en tout cas. Donc on sent qu'il nous manque un outil qui pourrait nous faciliter la tâche, plutôt que de faire une multitude de calculs séparés les uns des autres, et qui ne sont pas forcément très très utiles. Alors, quelle est cette notion de variable aléatoire continue? Donc là, on change maintenant de sujet en termes de ce qu'on a envie de compter. On n'est plus en train, ici, sur la dépôt qui va apparaître et les suivantes, de faire un certain nombre d'essais et de se demander combien de succès on va obtenir. On est simplement en train de mesurer quelque chose, au sens large. Et le résultat de la mesure est un nombre aléatoire, a priori réel, avec autant de décimales qu'on veut. On n'est plus du tout sur des entiers. Donc prenons un cas très caractéristique qui se produit extrêmement souvent dans la vie courante, j'allais dire, c'est celui d'une production ou d'une récolte. Et là, on va se baser sur les données de l'exercice 13 de mon document, hein, donc vous pouvez aller voir sur mon site en parallèle, prendre le document d'exercice. Voilà, bien entendu, je donnerai sur ma chaîne YouTube des informations sur l'adresse de mon site web avec les documents correspondants. Très bien, donc j'ai ici 200 objets qui sont répartis sur la deuxième ligne, ici en termes d'effectifs. 200 objets qui ont été fabriqués à la main et qui, théoriquement, sont censés peser 3,8 kg. Alors c'est fabriqué très grossièrement, hein, donc sur les 200 objets, en fait, on a des masses qui varient entre 3,5 et 4,1 kg. Voilà le tableau statistique de ce qui a été relevé. Avec des mesures pas extrêmement précises, hein, on s'aperçoit que 9 objets pèsent en fait entre 3,5 et 3,7 kg, 27 entre 3,7 et 3,77, et ainsi de suite. Alors, des objets fabriqués grossièrement, c'est une chose. Des fruits ou des légumes qui ont été récoltés, ça va prendre à peu près la même tournure. C'est-à-dire qu'on a un certain calibre avec une certaine espèce de fruits ou de légumes. On va trouver une majorité d'individus relativement proches de la taille moyenne ou du poids moyen. Voilà. Et puis quelques individus exceptions. Et donc, on sent bien qu'on va être un petit peu dans la même configuration, dans la même forme que ce qu'on a observé avec une loi binomiale, par exemple, c'est-à-dire la probabilité de s'éloigner de la moyenne attendue est d'autant plus faible qu'on s'éloigne, et puis la probabilité d'être proche de la moyenne attendue est assez forte. Voilà un petit peu ce qui ressort,
et c'est ce qu'on retrouve dans énormément de cas de figure concrets. Alors, je m'intéresse, aux effectifs, mais je peux m'intéresser aussi aux fréquences qui pourront être traduites ensuite en pourcentage, hein. Donc 9 individus sur 200, ça représente 4,5 27 sur 200, 13,5 et ainsi de suite. Ce qui est bien quand on travaille avec des fréquences, c'est qu'on peut faire une analogie rapidement avec des probabilités, qui elles aussi peuvent s'exprimer en pourcentage. Alors, lorsqu'on parle, en effectif ou en fréquence et qu'on a, des données qui sont finalement imprécises, données dans des intervalles, on ne connaît pas quelles sont les mesures exactes des individus qui sont cités, on a tendance, facilement à représenter ça par un histogramme statistiquement parlant. Histogramme dans lequel, en ordonnée, on a besoin des concentrations, d'effectifs ou de fréquences. Voilà, donc ici j'ai calculé les concentrations de fréquences, c'est-à-dire que j'ai divisé les fréquences par les amplitudes des intervalles. Donc 4,5 d'accord, mais ramené à un intervalle dont la largeur est 0,2, ça représente une concentration de 22,5 par unité de largeur de l'intervalle. Donc si l'intervalle mesurait une unité de largeur, j'aurais 22,5 Pour un intervalle de 0,2 de largeur, j'ai 4,5 Donc on uniformise, si vous voulez, ou on formate un petit peu les fréquences constatées en fonction de la largeur des intervalles dans lesquels elles ont été constatées. Donc c'est la façon de former un histogramme. Il y a une vidéo qui est dédiée en statistique à une variable à la formation d'un histogramme, entre autres. Bon, alors, qu'est-ce qu'on obtient? Les concentrations sont placées en ordonnée. Elles servent de hauteur à nos rectangles dans un histogramme. Et les aires des rectangles, pour le coup, vont se retrouver égales aux fréquences. Et c'est ce qui nous intéresse dans un histogramme. Très bien. Donc 4,5 des individus, c'est l'aire couverte par ce rectangle qui est plutôt plat, hein, la concentration est très faible. 13,5 est l'aire couverte par ce rectangle. Voilà. Et puis j'ai ici 31,5 30 14,5 et enfin 6 pour finir à droite. Donc là, on a sous les yeux, si vous voulez, une répartition de la population dans la surface couverte par les différents rectangles de notre forme. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus et ce qui va nous faire faire une transition vers une loi de probabilité continue. Ce qu'on appelle une loi à densité. Pour l'instant, on appelle ça concentration. Alors, une question pourrait être ici, à partir de cet exercice, sans parler de loi de probabilité, quel est le pourcentage d'individus qui ont une valeur comprise entre 3,5 et 3,77? Auquel cas, il faudrait cumuler les deux premières colonnes du tableau et constater qu'on a en tout 18%, 4,5 plus 13,5. Qu'est-ce qu'on ferait graphiquement? Il faudrait additionner les aires de ces deux rectangles. Alors imaginons dans un deuxième temps que, à la place d'avoir ces données-là, on ait des données plus précises, avec des intervalles plus nombreux et de largeur moindre, et donc avec des effectifs moins nombreux dans chaque intervalle. À ce moment-là, c'est mieux pour nous, on gagne en précision, on va dire, sur ce qu'on sait des mesures de chaque individu. Ça pourrait ressembler à un histogramme qui prend cette forme-là. Cette fois-ci, je ne fais plus apparaître de données numériques, parce que les résultats numériques ne sont pas forcément très intéressants. Ce qui nous intéresse, c'est la méthode qu'on emploie. Si je vous demande maintenant, en choisissant un individu au hasard, quelle est la probabilité que je tombe sur un individu qui pèse entre 3,5 et 3,7 kg? Comment s'y prendre? Bah, cette probabilité, c'est la fréquence d'individus qui, dans cette population, sont compris entre 3,5 et 3,7. Donc il faudrait additionner les aires des rectangles correspondants. Puisqu'encore une fois, je suis dans un histogramme, les individus, ils sont représentés en surface couverte. Si je veux maintenant savoir la probabilité, en choisissant un individu au hasard, de tomber sur une masse entre 3,7 et 3,9 kg, j'additionne les aires des rectangles correspondants. Donc on sent bien que sur ce type de graphique, on va être en train de calculer des aires si on veut trouver des probabilités. Ce
qui n'était pas le cas, par exemple, quand on avait un diagramme bâton en loi binomiale. Sur un diagramme bâton, il faudrait ajouter les hauteurs des différentes barres qui correspondent à l'intervalle qui nous intéresse. Ici, non, on est sur une variable continue, on raisonne sur des intervalles et on additionne les aires de rectangles sur un graphique. Il n'est absolument pas question ici de créer un diagramme bâton à partir des données. D'accord? Ça n'aurait aucun sens. Et on va évidemment dire pourquoi ça n'aurait aucun sens. On va simplement finir ce cas de figure, hein, cet exemple, en poussant le bouchon jusqu'au bout, c'est-à-dire en poussant à la limite. Si on avait une population, virtuellement, hein, d'une infinité d'individus, donc dans la réalité d'un très grand nombre d'individus, et qu'on ait des mesures aussi fines que possible des masses de ces individus, on se retrouverait avec une multitude de rectangles extrêmement fins, collés les uns aux autres, et à ce moment-là, il ne serait plus vraiment utile dans la pratique de connaître la surface de chacun de ces rectangles. Ce qui nous intéresserait, c'est plutôt de savoir en gros quelle est la courbe qui enveloppe tous ces rectangles et de calculer une aire sous cette courbe dans un intervalle donné. Donc vous sentez venir la chose, évidemment. Lorsqu'on passe à la limite et qu'on a une variable réellement continue, où toutes les valeurs de x, donc l'infinité des valeurs de x possibles, sont à prendre en compte, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'enveloppe de notre histogramme. Et pour trouver cette fois-ci la probabilité de trouver une masse inférieure à 3,7 kg, eh bien je vais calculer quoi? Une intégrale. J'ai besoin de connaître l'expression de la fonction qui a donné cette courbe, f, et de calculer l'intégrale de ma fonction sur l'intervalle qui m'intéresse. Voilà, donc que l'on soit inférieur à une valeur donnée, ou que l'on soit entre deux valeurs données, de toute façon ça va se résumer en une intégrale. Alors je vous rassure, dans la suite du chapitre, on ne va pas faire de calcul intégral. Simplement, il faut toujours être conscient que lorsqu'on a ce qu'on appelle une variable à densité, une probabilité, ça correspond graphiquement à une aire entre l'axe des x et la courbe d'une fonction. Voilà, visuellement parlant, c'est là que ça se passe. Petite remarque, je parle maintenant de loi à densité parce que je suis passé à la limite. Je n'ai plus de rectangles, j'ai des rectangles infiniment fins et infiniment nombreux. Donc j'ai une courbe. Ce qui s'appelait auparavant concentration de fréquence devient ici une densité de probabilité. Ce qui, en fait, mathématiquement parlant, revient au même, mais après un passage à la limite. Alors pourquoi, que ce soit ce cas-là ou le précédent, ou même le tout premier, pourquoi est-ce que ça n'aurait pas de sens ici de créer un diagramme bâton? Eh bien parce qu'en fait, si vous voulez viser une valeur précise de x, je sais pas, par exemple 3,9, et si vous voulez connaître la probabilité correspondante, eh bien c'est impossible. Enfin si, c'est possible, mais c'est 0. Quelle est la probabilité qu'un objet quelconque que vous preniez sur la planète Terre ou ailleurs pèse 3,9 kg? C'est 0. Aucun objet ne pèse 3,9 kg sur Terre, autour de vous, où que vous vouliez. Aucun événement ne dure 2 heures. Personne n'a 30 ans. Personne. En plus, l'âge, ça change tout le temps, donc c'est encore un autre problème. Mais comment voulez-vous que un individu ait une valeur parmi une infinité d'autres possibilités? C'est même pas un très grand nombre d'autres possibilités, c'est une infinité. Si je lance un objet devant moi, quelle est la probabilité qu'il atterrisse à 3 mètres devant mes pieds? C'est 0. Parce que l'endroit où il va atterrir a une chance sur une infinité d'arriver. Il y avait une infinité de possibilités, si on considère que notre monde physique est continu, bien sûr. Donc nous avons affaire à des probabilités individuelles qui sont nulles, mais par contre, ce qu'on est capable de calculer, c'est la probabilité de se trouver dans un certain intervalle, comme ici. C'est sûr que la probabilité d'être entre 3,9 et 3,91, elle n'est pas nulle, c'est une petite surface couverte qui se mesure.
Mais la probabilité que x soit égal à 3,9, c'est strictement 0. C'est la surface couverte sur ce graphique par un rectangle de largeur nulle, donc c'est 0. Voilà, et quand je dis que personne n'a 30 ans sur Terre, c'est vrai aussi. Il y a des gens dont l'âge est extrêmement proche de 30, mais le moment où on a 30 ans, il dure 0 seconde et 0 milliardième de seconde. En fait, cet instant-là, il est insaisissable. La probabilité de tomber sur cet instant-là, c'est une chance sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc il faut bien comprendre ça pour bien mesurer la distinction qu'il y a entre une variable aléatoire continue et une variable aléatoire discrète, qui elle va prendre une valeur ou une autre, d'accord? Ça peut être par exemple en nombre entier, c'est x égale 1, ou x égale 2, x égale 3. Mais par contre, x égale 1,57, c'est pas possible. Voilà, donc on a affaire à deux notions très différentes l'une de l'autre. Alors voilà donc pour la présentation de cette notion de variable aléatoire continue. Et donc, on va aller sur des définitions et des résultats généraux qui, d'ailleurs, ne seront pas applicables tels quels dans le cadre du chapitre qu'on est en train de traiter, mais qu'il faut avoir vu. Donc, on se place dans un cas idéal où la variable aléatoire x peut prendre une valeur quelconque dans l'infinité des nombres réels, à partir d'une population de taille ainsi infinie. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, la concentration des fréquences dans ce cadre va se nommer densité de probabilité. Et une densité de probabilité, c'est une fonction f, dont on a la courbe, voilà, la courbe que vous aviez dans la diapo précédente, une fonction qui se doit d'être positive et continue sur R, et dont l'intégrale sur R doit être égale à 1. Alors ça n'apparaissait pas sur mon graphique précédent, mais effectivement, si vous calculez l'intégrale complète, donc l'aire totale entre l'axe des x et la courbe, la mesure doit être égale à 1. Bien que la fonction puisse ne pas être nulle sur grand R, du tout, ne jamais s'annuler. Mais on peut très bien avoir une intégrale de valeur non infinie, même si on a une fonction qui est strictement positive sur R tout entier. Voilà, c'est même assez courant. Voilà, si on a une fonction qui possède ces caractéristiques, alors d'emblée, elle s'appelle densité de probabilité. Donc elle va pouvoir être utilisée pour une certaine loi de probabilité suivant un cas de figure qui nous intéresse. Voilà. Donc on avait l'exemple de l'exercice précédent. On appelle aussi, alors définition de vocabulaire, la fonction de répartition de x. C'est la fonction grand F qui, à une valeur x, associe le nombre, qui est en fait la probabilité d'être inférieur à petit x. Alors évidemment, on va illustrer ça. Si vous avez une certaine densité de probabilité, ça veut dire qu'une probabilité se calcule par une surface colorée ici sous la courbe. Eh bien, si vous cherchez la probabilité d'être inférieur à 3,7 par exemple, vous êtes en train de parler de ce qui s'appelle grand F de 3,7. Alors, je ne le dis pas ici textuellement, mais il va s'agir évidemment pour grand F d'être une primitive de petit f, voilà, puisqu'elle va nous permettre de calculer une intégrale de petit f. Mais peu importe. Voilà, ce qu'il faut constater, c'est que ça peut se noter grand F de 3,7, et puis si mon point d'arrêt est à 3,85, eh bien tout ce qui est à gauche va représenter grand F de 3,85. C'est la probabilité d'être inférieur, donc c'est l'aire grisé ou coloré ici à gauche. Alors bien entendu, puisque notre fonction est positive, grand F est une fonction croissante. C'est-à-dire que plus vous vous arrêtez loin, et plus la valeur de grand F va augmenter. D'accord? Et si je représentais l'évolution des valeurs grand F en fonction de x, j'aurais ce genre de choses. Où on retrouve grand F de 3,7 qui a une certaine valeur, et puis à 3,85, la valeur grand F qui est plus forte que à 3,7. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc on a cette notion de densité de probabilité de fonction de répartition. L'objectif du chapitre n'est pas de traiter ces deux fonctions-là en détail, mais simplement de poser un cadre pour aller ensuite utiliser d'une manière très concrète la loi normale. Donc je passe là-dessus. Alors, une des remarques ici, donc la courbe d'une fonction.
ne possède pas forcément d'axe de symétrie, contrairement à ce que les représentations graphiques ci-dessus, donc précédentes, pourraient laisser penser. Ce que j'ai représenté effectivement dans la diapo précédente, je vais y revenir, sont des densités de loi normale qui, elle, est symétrique, qui présente un axe de symétrie. On le voit, hein, on a quelque chose qui est exactement similaire entre la droite et la gauche. Une densité de probabilité d'une loi continue n'est pas forcément symétrique. Et donc je vais l'illustrer avec deux exemples ici sur la diapo suivante. Il existe une loi qui s'appelle exponentielle, par exemple, qui dépend d'un paramètre d'ailleurs, qui donne ce genre de courbe. Voilà, donc on est sur R+, en plus ici, hein, on n'est pas sur grand R tout entier, et on a des valeurs plus fortes au début, plus faibles à la fin, des fonctions strictement décroissantes, donc on n'est pas du tout symétrique par rapport à quoi que ce soit. Typiquement, la loi du Pi2 également, qui est définie elle aussi sur R+, qui va donner des courbes différentes, et qui ne représente pas de symétrie. Voilà, donc il se trouve qu'on va étudier plus principalement la loi normale dans la suite, qui elle présente une symétrie. Mais ça n'est pas du tout une obligation, ça dépend encore une fois du cas de figure que l'on traite. Par contre, si je reviens au début de ma vidéo et que je vous fais repenser à ce que donnent les lois binomiales hypergéométriques ou Poisson lorsque petit n augmente, on voit cette symétrie se former. Donc dans des cas qui sont binomiaux au sens large, la symétrie apparaît et la loi normale va être la loi qui s'impose. Bien, des définitions apparaissent, c'est pareil, ça ne nous servira pas pour la suite du chapitre, mais ça se doit d'apparaître à un moment donné dans cette présentation. Donc là, ce qui est pas mal, c'est peut-être de faire un petit parallèle avec les définitions discrètes de l'espérance et de la variance. On se souvient que lorsqu'on a affaire à une loi discrète, E de x est égal à la somme des pays xi. Alors, les xi sont représentés ici par x dans cette formule. L'intégrale est un signe somme, hein, le signe intégral c'est un S majuscule d'une somme, mais c'est une somme d'une infinité de termes, donc continue. Et les PI sont les f de x fois dx. Alors f de x est une densité de probabilité. Si vous remultipliez par une largeur élémentaire dx graphiquement, vous obtenez l'aire d'un rectangle élémentaire qui devient du coup une probabilité. Donc notre fameux PI du cas discret. Donc on a ici le pendant continu de somme des PI xi. Et puis la définition de la variance dans le cas discret, c'est somme des xi moins e de x au carré fois pi, ce qui se retrouve ici sous forme intégrale. Et si vous développez d'ailleurs ce carré et que vous scindez votre intégrale en une somme de trois intégrales, vous allez retrouver cette formule fondamentale qui est vraie, quelle que soit la configuration pour le calcul d'une variance. Voilà, donc je vous laisse évidemment tenter le coup par vous-même et me poser des questions en commentaire si vous ne voyez pas exactement le passage, par exemple, entre la deuxième et la troisième ligne. Ou si vous voulez des éclaircissements, bien entendu. Donc on a la possibilité, quelle que soit la loi, hein, qui de exponentielle, normale, loi gamma, bref, toutes les lois continues qu'on peut envisager, vous avez la possibilité de tenter le calcul d'une intégrale, ce qui n'est pas forcément drôle à faire en fonction de toutes les lois. Bien, en tout cas ça existe. Avec la loi uniforme, c'est pas mal. Alors maintenant, parlons justement de la loi normale, de ses caractéristiques et de ses particularités. Donc on n'aura pas besoin de retenir toutes les généralités que j'ai présentées si on s'en tient aux savoir-faire qui sont requis pour utiliser la loi normale. Ce qu'il faut, c'est bien la photographier, cette loi normale. D'abord, elle va être désignée par la lettre n, logique, et pour être définie d'une manière précise, on a besoin de deux paramètres. Alors, on se souvient, hein, en loi hypergéométrique, on a h, petit n, petit a, grand N, trois paramètres. En loi binomiale, on a b, np, deux paramètres. En loi de Poisson, on a p, lambda, un paramètre. La loi normale nécessite deux paramètres, qui sont mu et sigma, qui sont en fait la moyenne et l'écart type, ou encore l'espérance et l'écart type de votre loi. Donc E de x est égal à mu et V de x est égal à sigma carré en loi normale. En loi normale, la densité de probabilité, la fameuse fonction f, s'exprime par cette formule. Donc ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est tout bête. On a un coefficient multiplié par une exponentielle. Dans cette exponentielle, j'ai un signe moins et la variable qui est mise au carré. Le fait d'avoir cette forme-là
va nous imposer à l'arrivée une courbe dite en cloche et symétrique. Voilà. Donc là encore, dans le cadre de ce chapitre-là, sur, cette série de vidéos, on ne va pas rentrer dans le détail des propriétés calculatoires de petit f. Simplement, je vous présente quelle est sa forme et je vais vous faire constater que, si vous prenez, par exemple, mu égale 6 et sigma égale 1,34 environ, pourquoi pas, hein, je prends un couple mu sigma, eh bien la courbe va avoir, cette représentation-là, cette allure, sur une échelle verticale qui est celle-ci, avec une échelle horizontale qui est celle-ci. Alors évidemment, elle est définie sur grand R, donc ça va de moins l'infini à plus l'infini, mais on va dire la zone intéressante, entre guillemets, ici, est la zone de 10, par exemple. Ce qu'il faut constater d'emblée, c'est que le pic de densité de probabilité, donc la zone où se trouvent les événements les plus probables, c'est autour de 6, et 6 était l'espérance. Donc on reste sur la même logique que pour une loi binomiale, par exemple. La probabilité maximale se trouve correspondre à l'espérance. Effectivement, exponentielle de un nombre négatif, hein, l'opposé d'un carré, eh bien, une exponentielle d'un nombre négatif, c'est forcément inférieur à 1, sauf si le nombre en question vaut 0. À ce moment-là, e puissance 0, ça vaut 1. Donc cette fonction petit f est maximale lorsque l'argument de l'exponentielle vaut 0, ce qui se produit lorsque x égale mu, donc lorsque l'abscisse est égale à l'espérance. Bien, ce phénomène va se reproduire avec un nouveau couple mu sigma, et là vous constatez que si on trace la nouvelle courbe correspondante, on a la même courbe. Alors évidemment, entre les deux, il y aurait une déformation si on avait respecté les mêmes échelles sur l'axe des x et l'axe des y. Mais si, moyennant une transformation d'échelle sur les deux axes, vous arrivez à faire des déformations de vos courbes, eh bien vous constatez que c'est la même courbe. La forme de la courbe d'une loi normale est universelle et indépendante des paramètres, pour peu qu'on modifie correctement les échelles sur nos deux axes, ce qui est un choix arbitraire. Donc regardons un petit peu plus précisément ce que donne ce genre de courbe de loi normale avec un autre exemple, n2510. Donc là, je prends une loi normale dont l'espérance est 25, ce qui est la raison pour laquelle le maximum de la fonction est trouvé à la verticale de x égale 25. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est que cet écart-type? Eh bien, l'écart-type, c'est aussi ce qu'on peut appeler la déviation standard, hein, ce qui se traduit littéralement en anglais, un standard deviation en anglais pour écart-type. C'est donc l'écart moyen que vous pouvez constater sur les différentes valeurs de x observables autour de cette moyenne de 25. Si vous reportez cet écart moyen au-delà de la moyenne, donc au-delà et en deçà, vous allez constater que vous tombez sur certains points de la courbe qui sont des points particuliers. D'abord, ils sont à la même hauteur, évidemment, puisque la courbe est symétrique, autour de l'axe de symétrie x égale 25. La hauteur de ces points représente environ 60% de la hauteur maximale de la courbe. Évidemment, c'est un résultat général, hein, quels que soient les paramètres mu et sigma, puisque je vous ai expliqué juste avant que les courbes étaient toutes les mêmes. Donc géométriquement parlant, elles sont les mêmes. Et pour finir, les points en question qui correspondent donc à la création de l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, ce sont précisément les points d'inflexion de la courbe. C'est là où la courbure change de sens. Autrement dit, si c'est une route vue de dessus, eh bien ici vous êtes en train de tourner à gauche, et à partir de ce point, vous arrêtez de tourner à gauche et vous commencez à tourner à droite. Arrivé à ce point, vous finissez votre virage à droite et vous entamez un nouveau virage à gauche. Point d'inflexion. Bon, voilà pour la particularité. Maintenant, on sait très bien que des intervalles qui sont formés autour de la moyenne en considérant un écart-type ou un certain nombre d'écart-types, hein, ce sont des intervalles qui très classiquement vont devenir des intervalles de confiance dans la suite. Donc c'est extrêmement important pour nous ce type d'intervalle. Et l'intervalle de base, c'est celui-là, celui qui s'étend à un écart-type au maximum autour de la moyenne. En loi normale, cet intervalle-là contient, quel que soit mu et sigma encore,
environ 68,3% de la surface totale présente sous la courbe. Donc c'est universel, hein, c'est uniquement lié à la loi normale et pas aux valeurs des paramètres. 68,3%. Alors on pourrait pousser plus loin en disant oui, mais et si on prenait un intervalle de 2 écarts-types autour de la moyenne et pas 1? Eh bien à ce moment-là, on aurait 95,4% de la surface totale. Et en fait, en fonction du facteur que vous mettez devant sigma pour créer votre intervalle, vous avez toujours une probabilité associée qui est l'aire de la surface couverte et qui est déjà calculée en fait. Tous les calculs ont été envisagés et calculés le plus précisément possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'en loi normale, on a une table de valeurs. Donc on verra ça par la suite, bien sûr. Alors justement, on peut regarder 4 résultats qui sont très typiques, très couramment employés, et donc il faut bien connaître. Ça peut paraître complexe là, mais il faut les connaître. D'abord, avec l'intervalle fondamental qui s'éloigne d'un écart-type autour de la moyenne, vous avez 68,3% de la surface totale couverte. Si vous poussez en dessous à 2 écarts-types, évidemment, vous englobez beaucoup plus de choses. Au lieu d'aller de 15 à 35, vous allez de 5 à 45. Dans cette loi, en tout cas, vous avez 95,4% de surface couverte. Si par contre, vous cherchez un intervalle de confiance à 95%, eh bien vous apercevez qu'avec 2 écarts-types, vous êtes allé juste un petit peu trop loin. Et donc, en passant en haut à droite, il faut en fait prendre non pas 2, mais 1,96 écarts-types, donc très très légèrement réduire l'intervalle, pour tomber à 95% de surface couverte. Par contre, si vous voulez aller à 99% de la surface couverte, intervalle de confiance à 99%, il faut mettre 2,58 écarts-types autour de la moyenne. Donc voilà des cas de figure extrêmement courants et très couramment employés dans le monde des instituts de sondage ou des entreprises qui font de l'analyse statistique. Mais évidemment, en fonction du coefficient que vous mettrez devant sigma et de l'infinité des choix qui sont possibles, vous aurez toujours un pourcentage correspondant. On peut constater évidemment que plus ce coefficient est important et plus le pourcentage obtenu à droite va être important. Bon, ça c'est très bien, c'est une chose. Maintenant, allons voir une loi normale qui va servir de référence pour toutes les autres et qui va s'avérer extrêmement utile dans un certain nombre de cas particuliers. Bien entendu, votre calculatrice possède une option loi normale, hein, donc le fait de calculer des probabilités en loi normale n'est pas un problème, sauf s'il vous manque un des deux paramètres, auquel cas votre calculatrice ne vous sera plus d'aucune aide. Et donc là, il va falloir bien savoir manipuler la loi normale de référence, dont les paramètres sont connus et pour lesquels on a des résultats. Cette loi normale, c'est la loi normale dite centrée réduite, ou encore loi normale standard. C'est celle qui a pour moyenne 0 et pour écart type 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire centrée réduite? Ça veut dire que la moyenne est centrée sur 0. Et réduite, ça veut dire que l'écart type, qui représente l'étalement de la courbe en fait, va être réduit à quelque chose de standard, un écart type égal à 1, donc à l'unité. La courbe est évidemment sans surprise à la même allure que la précédente, mais elle va s'étaler avec un axe de symétrie autour d'un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées, hein, avec l'abscisse 0 en plein centre ici. Et puis vous allez retrouver les points d'inflexion de la courbe à gauche et à droite au droit des abscisses -1 et 1, puisque quand vous êtes à l'abscisse 1, vous êtes à un écart type au-dessus de la moyenne, et à -1, vous êtes un écart type en dessous. D'accord? Donc on peut faire une correspondance entre cette figure et puis ce qu'on avait fait précédemment, mais je n'en ai pas fini avec les correspondances. On va notamment en parler dans la vidéo suivante. Alors, les observations qu'on avait pu faire dans la diapo précédente vont pouvoir être traduites avec mu égale 0 et sigma égale 1 pour la loi normale centrée réduite, où naturellement on va retrouver ces résultats-là. En loi normale n0,1, la probabilité d'être compris entre -1 et 1 est de 68,3%. Entre -1,96 et 1,96, on aura 95%, voilà, et ainsi de suite. Alors pourquoi U? Eh bien en fait,
Si vous avez recours à la loi normale centrée réduite, dans 99% des exercices, c'est que vous étiez en train d'étudier une loi normale dont les paramètres n'étaient pas ceux-là, et que vous avez dû basculer sur celle-là. Or, la loi normale n mu sigma dont vous vous occupez en exercice a en général une variable qui s'appelle x. Et pour ne pas confondre les variables et leurs échelles, il faut que la loi normale centrée réduite ait une variable qui ne s'appelle pas x. D'accord? Donc c'est juste pour éviter la confusion. Donc je l'appelle u. Souvent, on la rencontre sous l'appellation z, ce qui est un peu plus anglo-saxon en fait, mais on va dire pourquoi pas, hein. Vous pouvez la trouver évidemment dans de nombreux livres en français sous l'appellation z, cette variable de n01. Et puis, dans certains cas, on peut voir apparaître la lettre t, ce qui à mon sens est une erreur, parce qu'on utilise classiquement la lettre t pour désigner une variable de student, avec une densité de probabilité qui n'est pas normale, donc qui est de student, avec une formule différente. Donc voilà, on privilégiera les écritures U ou Z pour cette variable, et moi j'ai choisi U ici dans mes vidéos. Alors, parallèlement à ça, et puisqu'on veut aller vers des applications pratiques et de la manipulation du savoir-faire, il y a des formules qu'on peut utiliser pour transformer des écritures de calcul sans passer par la calculette. Il y a des choses parfaitement intuitives, comme cette première formule qui apparaît, qui nous dit que la probabilité de se trouver entre deux valeurs peut être vue comme la probabilité d'être inférieure à la valeur de droite, moins la probabilité d'être inférieure à la valeur de gauche. Oui, parce que la probabilité d'être inférieure à la valeur B, c'est la zone que je viens de colorer ici. Et si je lui retranche la probabilité d'être inférieure à A, j'enlève tout ce qui est à gauche de A. Qu'est-ce qu'il me reste? Effectivement, la probabilité d'être entre A et B. Donc cette formule existe. Le cas échéant, elle peut être utile. Voilà. Mais évidemment, elle n'est pas appliquée partout. Ça dépend de l'exercice. Une deuxième formule bien utile, lorsqu'on veut faire des manipulations, c'est celle-ci. La probabilité d'être supérieur à une valeur est égale à 1 moins la probabilité d'être inférieur. Effectivement, si je traduis ça en termes de proportion dans une population, hein, le pourcentage de gens qui ont plus de 30 ans est égal à 100% moins le pourcentage de gens qui ont moins de 30 ans. Donc ça devient une évidence, hein, si on traduit avec un exemple concret. Graphiquement, c'est une évidence aussi. La probabilité de se trouver au-delà de A est évidemment égale à 100% moins la probabilité de se trouver à gauche, puisque la surface totale représente, je le rappelle, 100%, la probabilité totale pour la surface totale. Bien, et puis une troisième formule qui va s'avérer bien utile, mais attention, qui n'est pas générale. La probabilité d'être inférieure à moins A est égale à la probabilité d'être supérieure à A. Alors, ça c'est vrai si au centre, on a bien 0. Mais si effectivement on est en train de travailler par exemple avec la loi N01, eh bien que vous cherchiez la probabilité d'être dans cette zone-là à gauche ou la probabilité d'être ici, vous voyez bien que vu la symétrie de la courbe, vous avez la même valeur. Donc on peut faire un échange d'écriture, si vous voulez, entre la gauche et la droite ici, sans se poser de questions et en se disant, bah, de toute façon, si on me demande de calculer ça, je n'ai qu'à calculer ça, ça sera peut-être plus simple. Donc, je précise quand même, hein, les deux formules sont applicables quelle que soit la loi normale dont on s'occupe. Donc c'est aussi valable avec une variable x et une loi normale n mu sigma quelconque. Par contre, cette propriété-là n'est valable que si on a 0 au centre, donc c'est valable uniquement pour une loi de type n0 sigma. Donc à prendre avec des pincettes à ce niveau-là. Alors, on va entrer justement maintenant dans des calculs manuels qu'on peut être amené à faire avec la loi normale centrée réduite. Commençons par celle-ci avant d'aborder les lois à paramètres différents. Comme je vous l'avais dit, vous avez également un formulaire de loi normale, et lorsqu'on vous distribue un formulaire sur la loi normale, c'est un formulaire de loi normale centrée réduite, pas de n'importe quelle loi normale. Ce formulaire, il se présente de cette façon-là.
sauf si vraiment vous avez un enseignant schizophrène qui a décidé de changer la forme, c'est toujours cette forme-là qu'on emploie. Ce formulaire est capable de vous trouver, enfin de vous donner, en tout cas vous l'avez sous les yeux, à l'intérieur du tableau ici, la probabilité qui correspond à la zone grisée qui se trouve ici en illustration, dans le petit schéma. Donc c'est la probabilité d'être inférieure à une valeur U donnée. Où est-ce qu'on lit une valeur U dans ce tableau? Eh bien, à la fois dans cette colonne, première colonne donc, et dans la première ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette double lecture? Bah justement, on va expliquer ça. Ça vous permet, si vous voulez, de trouver des probabilités d'être inférieur à une valeur U, avec une valeur U de 2 décimales de précision maximale. Donc évidemment, on va prendre un exemple. Je fais remarquer avant de prendre l'exemple, je remets l'animation, que le formulaire n'envisage que des valeurs positives de U. D'où ma barre là qui apparaît. Je peux faire varier U de 0 jusqu'à une certaine valeur. En général, les formulaires ne dépassent pas 4, puisqu'à partir de 4 écarts types au-delà de la moyenne, on est sur des probabilités extrêmement faibles, donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt pratique. Mais en gros, pour la plupart des valeurs U comprises entre 0 et 4, avec 2 décimales de précision, ça fait déjà pas mal de valeurs envisageables, on peut avoir la probabilité de se trouver à gauche. Autant vous dire que la valeur de U minimale possible est 0, donc la probabilité minimale que vous allez rencontrer dans le tableau est 50%. Et oui, la probabilité d'être à gauche de 0, en loi N01, c'est 50%. Donc la toute première proba que vous rencontrez dans le tableau, c'est 50%, et vous constatez que ça correspond bien à U égale 0. Alors pourquoi maintenant ce double 0? Pourquoi cette double liste de valeurs? Ça correspond à la précision de U. Donc imaginons qu'on vous demande la probabilité d'être inférieur à 1,26. Vous avez d'abord une lecture à faire sur la première colonne qui concerne la première décimale. 1,2. Si on vous demande 1,26, vous allez viser ici 1,2. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, la deuxième décimale va être à lire en colonne. C'est-à-dire que les différentes colonnes apportent des précisions sur les probabilités à trouver en fonction de la valeur de la deuxième décimale de votre valeur U. Donc vous visez 1,26 de cette façon-là sur le tableau. 1,26. Et là, évidemment, en croisant, vous tombez sur la probabilité cherchée, 0,8962. Bon, ça correspond à peu près à la position de U sur le schéma, hein, ce 1,26, bon, à peu près. Et on se remet compte qu'effectivement, la probabilité cherchée est plutôt forte, hein. C'est une grande partie de la probabilité totale. Donc on est sur, effectivement, quelque chose qui est très proche de 90% ici. Voilà, et on pourrait écrire P de U inférieur à 1,26 est égal à 0,8962. Voilà comment on effectue une lecture sur cette table, et ça va s'avérer bien utile dans la suite du chapitre, lorsqu'on pourra parler de tests statistiques, hein, par exemple, des tests de conformité, voilà, entre autres. Alors maintenant, des règles de transformation. Règles de transformation d'écriture, on en a vu auparavant, hein, vous vous souvenez des formules qui sont au nombre de 3 et que j'ai illustrées par des petits schémas, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant, et c'est surtout pas forcément applicable d'une manière suffisamment rapide et pratique, une fois qu'on a un petit peu l'habitude de manipuler ça. Pourquoi transformer une écriture? Eh bien parce que, je reviens en arrière, le formulaire ne donne que des probabilités d'être inférieur, première contrainte, à des valeurs de U positives, deuxième contrainte. Or, les cas de figure en exercice peuvent être multiples. On peut avoir à rechercher une probabilité d'être supérieure, et éventuellement avoir un nombre négatif ici. Tout dépend. Donc, on va voir un petit peu comment on peut rapidement transformer une écriture pour se ramener à une écriture de quelque chose qui est lisible dans le formulaire. Alors, avec la loi N01 et un peu d'habitude grâce à ces règles, on peut se passer de schéma. Si vous avez une écriture qui mentionne une probabilité à déterminer, ou un moins la probabilité si on passe de l'autre côté de la barre en question,
vous pouvez constater que dans toute écriture que vous pouvez faire, un signe inférieur ou supérieur apparaît, un nombre positif ou négatif apparaît dans la probabilité qu'on cherche, et l'écriture P ou un moins P apparaît. Ça fait 3 points. 3 points différents. Eh bien, en fait, ici, j'affirme que si on doit transformer une écriture pour se ramener à quelque chose de lisible dans le formulaire, alors parmi les 3 transformations possibles, c'est-à-dire que ça va être à vous de faire des transformations, il faut en choisir 2. Alors pourquoi? Eh parce qu'en fait, si vous avez par exemple la probabilité d'être inférieure à un nombre, eh bien, elle est égale à 1 moins la probabilité d'être supérieure. Imaginons que la probabilité d'être inférieure à un nombre soit de 30%. Eh bien, à ce moment-là, la probabilité d'être supérieure est de 70%. Très bien. Si maintenant, la probabilité d'être en dessous de moins 5 est de 30%, alors par symétrie, vous pouvez en déduire que la probabilité d'être au-dessus de 5 est de 30%. Ce qui signifie que la probabilité d'être en dessous de 5 est de 70%. Et puis le passage P1-P transforme automatiquement, lui, 30% en 70%. Bref, si jamais vous vous permettez, dans une écriture donnée, de modifier l'un de ces paramètres, j'allais dire, ou l'une de ces écritures, une seule, vous allez passer d'une probabilité à sa complémentaire. Vous changez ici supérieur en inférieur, alors ce qui vaudrait par exemple 30% va se retrouver égal à 70%. Vous changez P en 1 P, eh bien 30% va se transformer en 70%. Vous changez 2 en moins 2, 30% va se transformer en 70%. Bref, faire l'une de ces modifications, c'est prendre la feuille qui contiendrait le graphique et retourner la feuille. Tout devient symétrique, inversé, et la probabilité devient sa complémentaire. Si vous voulez faire des transformations sans modifier la valeur de la probabilité à calculer, il faut donc faire 2 retournements. Et là, vous vous retrouverez à la probabilité qui était à calculer au départ. Mais il ne faut pas faire les 3 non plus, hein. Si vous en faites 3, vous retournez votre feuille 3 fois et vous vous retrouvez à l'envers par rapport à ce que vous vouliez calculer au départ. Donc il faut faire 2 transformations, 2 retournements. Alors, pourquoi transformer maintenant ces écritures? Eh bien, aucune de ces 3 probabilités à calculer n'est lisible directement dans le formulaire, parce que le formulaire donne quoi? Des probabilités d'être inférieures à des nombres positifs, ce qu'on n'a pas ici. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Si on me demande P de U supérieur à 2, et que je veux absolument utiliser le formulaire, je vais devoir faire apparaître un inférieur. Donc supérieur doit être changé en inférieur. Par contre, 2, je ne veux pas y toucher, c'est déjà un nombre positif, donc ça m'intéresse. Mais je dois faire 2 transformations. Donc il me reste quoi? À transformer P en 1 P. Je peux affirmer les yeux fermés que P de U supérieur à 2 est égal à 1 P de U inférieur à 2. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 transformations. Je suis persuadé que c'est la même chose. Et vous pouvez faire un schéma, vous allez constater que les zones que vous allez griser sont effectivement de même valeur, même taille. P de U supérieur à moins 2. Supérieur ne me plaît pas pour le formulaire, moins 2 ne me plaît pas pour le formulaire, donc je vais changer les deux. Et encore une fois, si je fais 2 transformations, je sais que mon résultat va être le même. Je sais d'avance que P de U supérieur à moins 2 est égal à P de U inférieur à 2. Puis enfin, si vous avez P de U inférieur à moins 2, vous ne voulez pas toucher à inférieur, mais vous voulez changer moins 2 en 2, alors il faudra aussi changer P en 1 P. P de U inférieur à moins 2, c'est 1 P de U inférieur à 2. À ce moment-là, chacune de ces 3 probabilités peut être obtenue grâce à P de U inférieur à 2, qui elle est une probabilité lisible dans le formulaire. Et vous avez fini votre calcul. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un petit peu d'habitude, quel que soit le sens dans lequel on vous demande des probabilités, vous savez quelle transformation faire, vous faites une lecture directe dans le formulaire, et vous finissez le calcul, et en fait c'est très rapide. Je l'espère en tout cas. On s'arrête là sur cette vidéo. Sur la vidéo suivante qui va suivre très très rapidement, hein, je vous rassure, on va aller évidemment vers des lois n mu sigma et le lien qui existe entre une loi n mu sigma quelconque et cette fameuse loi normale centrée réduite. En attendant, je vous propose d'aller sur le document d'exercice qui est sur mon site
pour essayer de traiter l'exercice 14 qui correspond à pas mal de probabilités demandées, en essayant de résoudre cet exercice avec ces règles de transformation. Donc vraiment en passant par là et en finissant par une lecture sur le formulaire. C'est vraiment un travail qui est très très utile pour certains points de la suite du chapitre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour la suite sur la loi normale. À très bientôt.